Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut que je me rapproche du micro. C'est dur là, parce que j'ai le lit de mes chiens en dessous. Nous sommes le 23 juillet 2017 en France, à Strasbourg, cité européenne. Aujourd'hui, je suis en colère, je suis pas content, je suis énervé. Il y a plein de choses qui m'énervent aujourd'hui. Plein. Beaucoup de choses. Ça fait partie de ces jours où on n'a pas bien dormi, on a un peu mal à la tête, et alors on est exaspéré par toute la connerie humaine. Et Dieu sait qu'elle est grande. Ce matin, je sais pas, j'avais un problème avec une boîte mail. Vous savez, on a tous ces problèmes-là. Il y a 2000 mots de passe qu'il faut retenir. On devient dingue avec les chemtrails qui nous font perdre la tête, tout l'aluminium. On n'en peut plus. On n'en peut plus, mais c'est là. Donc je retrouve le mot de passe et puis je tombe sur un message d'un monsieur charmant de l'UPR qui, pour me remercier de mon engagement pendant la campagne, voudrait m'offrir un t-shirt de l'UPR. J'ai de gros problèmes avec les cadeaux. De très gros problèmes. Il y a des gens, ils sont enchantés de recevoir des cadeaux. Euh, Moi, un peu moins. Et surtout ce genre de cadeau. Parce que monsieur voudrait que je me promène avec un t-shirt où il y a marqué UPR. Comme ça, je fais le panneau publicitaire pour l'UPR. Gratos. Là, je sais, je fais de la pub. C'est l'Afrique du Sud. C'est du rugby. Je l'ai payé ce t-shirt. Donc je sais pourquoi je le porte. Parce que j'aime les t-shirts de rugby. J'adore ça. Mais je n'achèterai jamais un t-shirt de l'UPR. Non. Et tout le travail que j'ai fait pour l'UPR, je l'ai fait généreusement, sans rien attendre de sa part. Alors un t-shirt pour faire l'homme sandwich, merci monsieur, non. Je sais, vous allez dire oui, ne le prenez pas comme ça. Non mais écoutez, puisqu'on y est là, on est là dans la confidence avec l'UPR. En dehors du fait que je trouve monsieur Asselineau remarquable, il est très mal entouré, monsieur Asselineau. Très très mal entouré. Son service de communication, il est très discutable. Très discutable, et depuis longtemps. Je l'avais signalé avant même l'élection présidentielle. Il y avait des choses qui étaient d'une débilité absolue. Et puis quand on le signale, on se faisait insulter. Ce qui ça montrait vraiment le niveau. Alors à la tête, évidemment, on avait des gens très très bien. Et puis en dessous, c'est pour ça que je pense qu'il est très mal conseillé. Très très mal conseillé. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'avais proposé de faire des conférences pour l'UPR avant les élections pour informer les citoyens qui ne connaissaient pas ce mouvement, et pour cause, puisque c'est un mouvement qui est beaucoup plus connu sur Internet. Eh bien, j'ai reçu une fin de non-recevoir, je n'ai jamais été contacté. Et puis là, tout d'un coup, on veut m'offrir un t-shirt. Mais gardez-le, votre t-shirt, vos boutons de manchette, vos cravates, j'en sais rien, moi. C'est d'un ridicule, pardonnez-moi. Je ne veux pas être grossier, mais c'est limite, c'est insultant ce que vous faites. Insultant. Bon, allez, je vous salue, monsieur. Passez un bon dimanche et puis saluez vos amis de l'UPR. Hein? D'accord. Moi, je mène un combat pour notre société, pour l'humanité. J'écris des livres sur les vaccins pour prévenir les gens, pour les informer. Je m'en fiche de l'UPR, vous comprenez? Je me bats pour tout le monde. Oui, oui, bien sûr, monsieur Asselineau. Oui, monsieur Asselineau. Oui, bien sûr, lui, oui. Mais j'ai quelques doutes envers
les personnes qui l'entourent qui ont plutôt des ambitions. Des ambitions. Moi, vous voyez, j'ai aucune ambition, cher monsieur. Aucune ambition. Ah, c'est pas pour autant que je suis un minable, hein, c'est pas ça, mais moi, mon ambition, c'est de vivre en harmonie avec ceux qui m'entourent, hein, avec la nature, avec la vie, si on peut la préserver. Ça, c'est mon ambition. Mon ambition, c'est pas de terminer à l'Élysée ou n'importe où. Mon ambition, c'est d'aider mon prochain. Pas de le manipuler comme vous essayez de le faire. Mais vous, comme les autres, hein, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que vous vous entouriez de personnages obscurs. Des noms? Non, j'ai pas de nom, je m'en fiche. Je suis pas là pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Quand on a de l'intelligence, on est capable de faire le tri dans un sac de billes. Quand on n'a que des agates, ben on sort les billes en terre ou les calots qui sont trop gros. Non? Ben si, on le fait soi-même. Voilà, allez, c'est fini pour l'UPR aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu une bonne discussion avec une amie d'Internet, Karine, qui m'envoie souvent des choses que je sais, et qui m'a envoyé un article abominable que j'avais lu sur Aurore Rouge et que j'avais mis de côté parce que je ne voulais pas en parler. Et elle l'a découvert et elle était effrayée, comme vous allez être effrayé, avec l'aurore rouge, ou pour moi horreur rouge. Et je voulais vous faire part de ce texte qui est difficile. Et j'ai relevé 3 paragraphes qui me semblent très importants. Alors vous trouverez ce texte sur ma page Facebook. Je parle de saucisse, mais saucisse c'est flambille, hein, c'est glandouille. Alors, dans un des paragraphes, c'est le 5e me semble-t-il ou 4e, nous provoquerons chez celle-ci, c'est-à-dire dans ces démocraties, un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous veillerons à faire en sorte que ces groupes extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. Je vous signale qu'au 14 juillet, un bateau de Médecins sans frontières est arrivé en Italie avec 5000 migrants. Bon, peu de choses près, hein. Des cacahuètes, hein, quoi. 4000, 700 ou 800, 900, peu importe. 14 juillet. Mais tous les jours, c'est la même chose. Il faut le savoir. Alors, nous provoquerons chez elles un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie de l'intérieur et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Alors, c'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? J'ai d'ailleurs relevé un article très intéressant. Je vais vous en faire part, parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, c'est un article qui est publié par un institut international. Ça s'appelle Gattestone Institute International Policy Council. Et c'est un article de Madame Søren Kern, traduit de l'anglais en allemand, enfin de l'allemand au français. Le titre original, Migrant Sex Crimes Double in 1 Year. En Allemagne, les agressions sexuelles de migrants ont doublé en 1 an, publié le 21 juin 2017. Le cas d'Eric X et de la femme de 23 ans qui l'a violé mettent crûment en lumière l'échec systématique des autorités allemandes à faire respecter la loi et à assurer la sécurité publique. Échec dans la sécurisation des frontières, échec dans le contrôle des migrants à l'entrée,
échec dans la poursuite et l'emprisonnement des criminels, échec à expulser les migrants dont la demande d'asile est rejetée, échec de la police à prendre au sérieux la pandémie de viols commis par les migrants et qui engloutit l'Allemagne à présent, bientôt la France, l'Italie, c'est pareil, hein, on est tous logés à la même enseigne, il faut le savoir. La criminalité sexuelle des migrants est aggravée par l'indulgence du système judiciaire allemand, mais français, italien, espagnol, partout c'est pareil. Hein. Même quand les crimes sont graves, les peines infligées sont relativement légères. Le plus souvent, les délinquants sexuels apprêtés par la police sont libérés après interrogatoire. Une pratique qui encourage les suspects à poursuivre leurs pratiques criminelles en toute impunité. Le mec qui va violer votre gamin dans un jardin d'enfants va se faire arrêter, il va être relâché dans les 24 heures. On ne va rien retenir contre lui. À Berlin, un tribunal a acquitté un violeur turc de 23 ans parce que sa victime n'a pas pu prouver qu'elle n'était pas consentante. La cour a entendu comment l'homme a coincé la tête de la femme entre les barres d'acier de la tête de lit d'un lit et l'a violée à plusieurs reprises pendant plus de 4 heures. On imagine l'horreur et le calvaire de cette pauvre femme. La femme a crié stop et a résisté en griffant le dos de l'accusé, mais à un moment donné, elle a cessé de résister. Le tribunal a demandé: l'accusé a-t-il pensé que vous étiez d'accord? Alors maintenant, si ces espèces de pervers de magistrats sont du côté des criminels, en posant ce genre de questions débiles, j'aimerais bien savoir s'ils auraient posé cette question si la fille violée était leur fille ou si elles étaient même leurs femmes. Juste une question, hein. 2 policiers à Bonn, dans la ville de Bonn, elle est bien bonne, hein, ont été démis de leur fonction pour n'avoir pas secouru une femme violée par un migrant. Voilà. Incident produit le 2 avril aux environs de minuit. Ok, je passe. Bon, c'est plein d'exemples comme ça, comme le cas d'un jeune Africain d'origine, peu importe de quelle origine il était. Celui-ci avait poignardé son beau-frère dans son pays, s'était rué dans un groupe de migrants et arrivé en Allemagne, il a continué ses exactions criminelles et violé des jeunes femmes également. Vous retrouvez ça dans cet article. À Hambourg, un demandeur d'asile afghan, ça j'ai beaucoup apprécié. Vous savez bien que les Afghans sont musulmans, hein, ils sont même très fortement impliqués dans la pratique de l'islam. Un demandeur d'asile afghan âgé de 29 ans a agressé sexuellement une adolescente de 15 ans pendant son sommeil à l'hôpital local de Hambourg. L'Afghan avait été admis aux urgences de l'hôpital en raison de son état d'ébriété avancé. Donc c'est un musulman convaincu, mais qui boit. Il n'y a pas de problème là? Quand je vous dis que ce ne sont pas des musulmans, mais des criminels qui sont envoyés, sous prétexte qu'ils sont musulmans, c'est très commode ça. Donc c'est plein de... Oh, je vais vous mettre l'article sur ma page, comme ça vous pourrez constater vous-même. Hein. Allez, je le mets tout de suite. Ouais, vous le verrez plus tard. Vous le verrez plus tard. Ok, donc on va reprendre nos pérégrinations d'informations quotidiennes. Comme vous l'avez vu sur ma page, j'ai également posté une vidéo qui montre la misère de nos frères africains qui croient au paradis et au pays de cocagne en rêvant à l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien chez eux et il faut quand même qu'ils nourrissent leur famille et je les comprends. Sincèrement, je suis fils d'émigrés, moi aussi, d'un réfugié politique.
Donc je sais ce que c'est que d'être étranger dans un pays et de quitter sa terre pour, pour essayer de bâtir une vie de paix et d'harmonie. Donc je comprends cela, il n'y a aucun problème. Dans le reportage, vous verrez que ces Africains-là sont chrétiens. C'est pas du tout le même comportement. C'est bizarre ça aussi. Ce que ça implique, c'est qu'on appartient, et c'est pour ça qu'on revient à l'horreur rouge, on appartient à un plan, on fait partie d'un plan qui est organisé par des gens comme Macron, qui sont les serviteurs malfaisants, méphistophaliques, on va dire. C'est pour Valérie, ça, mon copain Valérie. Les serviteurs méphistophaliques de cette monstrueuse oligarchie qui a déclaré que nous étions de trop, que nous ne devions plus exister et qu'il faut nous exterminer. Et cette révolution, comme la révolution française que nous avons vécue motivée par les bourgeois et la franc-maçonnerie de l'époque, est en train de se passer en envoyant une armée sociale fondamentalement musulmane, fondamentalement allergique à tout ce que nous sommes, tout en voulant désirer tout ce que nous sommes, et surtout briser tous les courants de pensée que nous sommes, et l'intelligence que nous avons eue grâce à la culture et à l'éducation. On l'a bien vu avec Saucisse, Glandouille, qui a mis au poste de l'éducation nationale Attila, une Attila femelle, absolument inculte, qui n'a fait qu'encourager le Congrès, les décisions qui ont été prises par le traité de Strasbourg en 74-75, je ne sais plus où juste, qui était le chantage fait par l'oligarchie wahhabite pour nous imposer une nouvelle conquête de l'islam. Et ça, nous pouvons malheureusement le vérifier par des textes. Des chercheurs du CNRS ont publié sur le sujet. Ils ont même fait des émissions de radio sur France Inter, mais évidemment, plus personne ne parle de ça. Les gens qui ont poussé 17% à devenir président sont les mêmes qui veulent nous détruire. Parce que nous sommes dans une ère de destruction. C'est-à-dire que tout est permis aux migrants parce que, à cause des lois européennes qui ont été établies en fonction de ça. Mais si vous faites ou vous faisiez le quart de ce qu'ils font, vous seriez immédiatement jugé et condamné à des peines très lourdes. Mais eux ne sont jamais jugés. On l'a vu en Norvège et en Suède, où un migrant somalien, je crois, avait violé un enfant dans un jardin d'enfants et il avait été acquitté pour des raisons comment ils ont posé cela? Conséquences post-traumatiques de sa migration. Alors si des Occidentaux vont en Arabie Saoudite et ont des rapports sexuels avec des femmes saoudiennes, ce qui est très rare, mais ça peut arriver, c'est la peine de mort. Mais ici, quand un migrant musulman viole un enfant, il a subi des conséquences post-traumatiques qu'il a rendues comme ça, et puis après il est relâché, puis il va recommencer. Et là, on lit la popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe en baisse en juillet. On se demande comment 17% peut avoir une popularité. C'est quasiment impossible. Mais il a une baisse de popularité, c'est normal. Et puis Agnès Buzyn a décidé qu'il fallait rajouter encore des vaccins. Alors vous comprenez, comme je vous l'ai expliqué, pendant la guerre d'Afghanistan, la première guerre d'Afghanistan avec les Russes, avec les Soviétiques avaient développé une technique de piéger des jouets qu'ils envoyaient, qu'ils lâchaient
dans les villages afghans. Alors les gosses couraient pour avoir ces jouets, vous imaginez bien, des pauvres gosses qui n'avaient pas grand-chose. Ils ont couru, parce qu'en Afghanistan, vous avez vu ce film magnifique avec ce cerf-volant de Kaboul, où les enfants s'amusent avec rien et ils rêvent avec rien. Alors les enfants, évidemment, se sont jetés sur les jouets qui étaient piégés et qui, en explosant, leur arrachaient des membres, les rendaient invalides, évidemment. Parce que la technique des soviétiques, c'était de considérer que si les enfants étaient invalides, les parents ne pouvaient pas faire la guerre. Et puis les Américains sont arrivés, ils ont amené les bazookas, ils ont tiré les hélicoptères soviétiques, et puis ça coûtait beaucoup trop cher. Et puis la guerre s'est arrêtée, et elle a continué avec les Américains qui ont pris le relais du trafic de drogue, d'opium et autres. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'on ne va pas faire la guerre pour libérer les enfants afghans. Non, pas du tout. Donc, en invalidant les enfants français, vous comprenez ce que je veux dire, en invalidant ces enfants français, les parents sont évidemment prisonniers à la maison et restent à s'occuper de ces pauvres enfants qui sont soudain devenus invalides et incapables de vivre par eux-mêmes. Et ça, c'est un moyen absolument remarquable qui est développé pour permettre justement à cette oligarchie de vous contrôler davantage. Ah oui, oui, contrôler davantage. Alors je vais reprendre maintenant l'article 6 de cet article que j'ai posté. Il parle du TAFTA et du CETA. Vous savez, les accords avec l'Amérique. Parce qu'il faut savoir aussi que 17% a été parmi ce qu'on a appelé les Young Leaders, les jeunes leaders qui ont été sponsorisés par la CIA et qui ont été formés aux États-Unis. Ben oui, on a des traîtres au pouvoir, mais personne ne dit rien. Vous les adorez, soi-disant. Alors, à propos du CETA et du TAFTA, ce libre-échange qui, en réalité, n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique. Noyons-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique et celle de l'Europe. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, il nous apportera la discorde de l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage liée aux restructurations de nos multinationales. Et évidemment, la restructuration des multinationales américaines se fait en France puisque Macron a vendu la France en tant que ministre aux Américains et continue à détruire le code du travail en France pour les Français pour qu'ils deviennent les esclaves des entreprises américaines. Ah, ça sera inévitable. On n'aura pas le choix. On se fera embaucher et virer, mais aussi vite, sans aucune garantie, avec les nouveaux CDI, ces pseudo-contrats à durée indéterminée, qui en fait deviendront des contrats à durée déterminée sur des missions. Donc on sera embauché sur des missions. Vous serez embauché demain sur des missions. Ça veut dire que c'est très gênant quand vous avez des crédits, parce que vous ne pouvez absolument pas garantir la validité du crédit. Ça veut dire que vous êtes pris en otage par votre employeur, mais également pris en otage par votre banque. Ça veut dire que quelque part, soit vous ne pouvez plus faire de crédit, soit quand vous faites un crédit, à chaque fois vous vous exposez à tout perdre. Donc on va dresser les employés à devenir des chiens, mais des chiens épouvantables pour que chacun garde son emploi. Alors il va taper sur la tête de l'autre, il va lui faire des croche-pattes, c'est déjà le cas. Hein. Moi je connais très bien cette situation. Hein. Donc je l'ai vécu moi-même. Quand vous êtes compétent dans un domaine, quand vous montrez que vous pouvez être meilleur que les autres, eh ben, on ne va pas vous remercier, on va vous foutre la tête dans un seau à merde et on va vous laisser tout bouffer pour que vous en creviez. C'est exactement comme ça, ça m'est arrivé, c'est arrivé à mon épouse, c'est arrivé à tous ces gens qui sont au chômage et qui sont compétents et après qui se font attaquer, mais violemment par les services de ce pôle emploi, un sale type ce pôle emploi,
qui va les culpabiliser parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Ben oui, c'est normal qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Comment voulez-vous qu'ils trouvent des emplois, ces gens-là? Ils sont trop compétents, puis il n'y a plus de travail. Ben oui, puisque les migrants arrivent, hein, c'est bien marqué. Hein, on va provoquer un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser l'économie de l'intérieur et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur du territoire. Et évidemment, ça va déstabiliser l'économie, la politique et sociale des nations visées. Donc ça va détruire le travail, comme le fait admirablement 17% actuellement. Que vous en soyez conscient ou pas, c'est exactement ce qui se passe. Alors je ne sais pas quoi faire, moi, mais quand un type est élu à 17%, les gens qui s'en lavent les mains, hein, qui se disent bah c'est comme ça, eh ben je suis désolé, mais ils vont se faire baiser. Alors, transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels les pays de l'Est de l'Europe, en Russie et en Chine par exemple. Mais l'Est de l'Europe, c'est pas vrai, c'est également tout simplement en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest et en Europe du Sud, c'est la même chose. En Russie, c'est plutôt difficile parce que Poutine, il est pas niais ni naïf comme 17%, ou il n'est pas traître à son peuple, lui, en tous les cas. Nous nous fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Donc, ils sont en train de détruire carrément l'emploi, le travail, tout ce qui avait d'importance dans notre pays et pour vous et pour moi. Et pour ce faire, ils importent des tribus d'assassins bourrés de virus, contaminants et des guerriers de l'islam. D'ailleurs, il suffit de voir, pour confirmer ce que j'annonce, l'attitude de 17% qui veut accueillir les djihadistes d'ISIS ou de Daesh français qui voudraient revenir à la maison. Ces gens sont partis de France en nous crachant à la gueule, en disant qu'on était de la merde, et ils ont été assassinés, leurs frères musulmans en Syrie, c'est des mercenaires. Donc, et maintenant que les Russes sont en train d'exterminer Daesh en quelques mois à peine, hein, alors que l'Amérique avait garanti de le faire et ne l'a jamais fait, puisque l'Amérique a financé et a créé Daesh, nous le savons. Nous avons toutes les preuves pour cela. Nous savons que Hillary Clinton a bien collaboré avec les Plâtre et Ciment Lafarge, qui eux ont payé l'impôt islamique à Daesh, pour le financer bien sûr. Donc tout ça c'est des magouilles épouvantables. Donc à partir de là, on a Bokassa, 17%, qui lui prend pitié de criminels notoires qui ont été formés au maniement d'armes de guerre et à la guérilla urbaine par la CIA, par l'armée turque et par l'armée israélienne. Donc ces gens-là ont été bien formés. Ils ont assassiné copieusement, en toute liberté. D'ailleurs, quand ils envoyaient des vidéos de là-bas, ils étaient tellement fiers d'avoir assassiné des êtres humains que ça ne les dérangeait pas. Mais les mêmes maintenant qui ont assassiné des enfants, égorgé des enfants, coupé la tête à des enfants, violé des femmes à loisir, non consentantes évidemment, eh bien ils veulent revenir à la maison. Les pauvres sont en dépression peut-être. Mais Macron veut accueillir des mercenaires islamistes assassins chez nous. Ils ont presque tous la double nationalité. Ils ont craché, ils ont chié sur la France. Eh bien, qu'ils aillent dans le pays qui leur convient le mieux.
qu'ils aillent vivre leur islam, par exemple en Afghanistan. Bien sûr, qu'ils aillent là-bas. Ils seront heureux. Ils pourront vivre une pratique de l'islam correctement. Qu'ils aillent dans un pays islamisé, qu'ils aillent en Arabie Saoudite, au Qatar. Ah, mais non, c'est pas possible, parce que ni l'Arabie Saoudite ni le Qatar ne veulent de ces gens-là qu'ils ont financés. Ils ne veulent pas de la racaille. Non, la racaille, c'est pour nous. Ben oui, ben excusez-moi, des assassins et mercenaires qui ont assassiné et violé des femmes et des enfants, et des hommes bien sûr, sont pour moi indignes de revenir vivre dans une démocratie comme la nôtre. C'est illogique. Pourquoi Saucisse, hein? Pourquoi Saucisse a fait passer des circulaires comme quoi, au niveau des réfugiés syriens, il ne voulait pas prendre de chrétiens. Mais nous sommes dans un pays judéo-chrétien. C'est la base de notre culture. Et je ne veux pas manquer de respect aux musulmans, mais nous sommes dans un pays de culture judéo-chrétienne. Et ça, c'est pas Flamby, Glandouille qui peut le changer. Néanmoins, c'est ce qu'il a impliqué. Donc on se retrouve là dans une situation, dans un statu quo qui va créer, et ça, Bachar el-Assad l'avait annoncé, il l'avait prévu, qui va créer le fondement naturel d'une guerre civile qui est en train de naître petit à petit, puisqu'il y a de la désobéissance civile chez certains maires qui refusent d'accueillir les migrants. Alors, il y a quand même une question qu'il faut se poser. D'un côté, vous avez Jacques Attali, qui est le petit démon de cette oligarchie, qui a travaillé avec 17% et avec Saucisse. Saucisse. S-O-T, 6, Saucisse. On pourrait dire ça. Jacques Attali qui nous annonce, oui, les migrants vont permettre à la France de redevenir une grande puissance. Mais sans les migrants, la France était déjà une grande puissance. Déjà. En revanche, là où il a raison, grâce à cette migration, les ultra-riches vont devenir encore plus riches. Ben oui, parce que le travail à 2 euros a déjà été établi pour les migrants syriens en Allemagne. 2 euros de l'heure. 2 euros de l'heure. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut vivre avec 2 euros de l'heure. Comment est-ce qu'on peut se payer un logement? D'ailleurs, 17% vient de baisser les aides au logement pour les étudiants qui déjà sont comme ça. C'est bien, c'est super. Pour les femmes seules, qui sont divorcées, qui se retrouvent avec 3 ou 4 gosses. Pour tous les pauvres, en fait. En fait, cette espèce d'ordure, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, c'est une ordure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appauvri les pauvres pour enrichir les riches. Et il prétend être élu du peuple. Alors, soit le peuple, en règle générale, est très, mais alors très con, soit 17%, à l'aide de ses amis banquiers, a prodigieusement triché pour remporter cette élection. Quoique l'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore qui m'a frappé et c'est terrible, ce qui nous frappe, c'est comme un coup de poing dans la gueule. Alors, bien sûr, on pourrait parler d'amour, on pourrait parler de cette grande et merveilleuse unité qu'il y a dans l'humanité, mais malheureusement, actuellement, c'est pas l'amour qui prédomine, hein. Non. Et quand vous apportez, vous, votre aide, c'est vous qui êtes jugé et condamné.
Donc, alors je voudrais dire à toutes ces personnes bien pensantes qui croient que l'amour sera la solution, c'est que pendant que vous croyez que l'amour sera la solution, eh ben les malfaisants, eux, restent agissants. Et ils sont tellement mal agissants que vous pouvez toujours rêver à l'amour, mais bientôt vous n'aurez plus de quoi aimer parce que vous serez égorgé, vos biens seront pillés, volés, vous serez chassé dehors, comme ce qui se passe actuellement dans les territoires occupés, sans nommer ce pays, parce que si on le nomme, eh ben, on est tout de suite taxé d'antisémitisme ou d'antisionisme ou n'importe quoi. Enfin, on est toujours taxé de quelque chose parce qu'on dit la vérité. Mais on l'a vu, hein, il y a des vidéos qui sont tournées où on voit des Israéliens qui rentrent dans des maisons puis qui chassent les Palestiniens pour prendre possession de la maison. Comme les Allemands ont fait, avec les biens des Juifs, bien entendu. Comme les Français, là, les collabos, ont fait en vendant les Juifs pour le Veldiv, hein, le fameux Veldiv, pour leur voler leurs biens, pour se les accaparer. Ben, ça s'est fait partout, hein, dans toute l'Europe, c'était tellement pratique. Hein. Le Juif, c'était la victime idéale. Hein. Pour peu qu'il avait travaillé pour avoir des biens, ben, on allait les lui prendre. Il n'y a pas de raison. C'est comme les résistants français. Hein. Il y a eu des résistants, il y en a même eu beaucoup. Enfin, pas tant que ça. C'est à la fin de la guerre qu'il y en a eu plus. Ouais. Qui je suis pour dire ça? Moi, je suis le petit-fils d'un homme qui s'est battu pour la France et qui a été blessé au combat. Et pourquoi lui, il s'est battu et pas les autres? Parce que lui, il s'est battu pour aller rejoindre le général Leclerc. Il y a quelques années à Strasbourg, un journaliste a publié un article dans les dernières nouvelles d'Alsace dans lequel il déclarait qu'on avait retrouvé des dossiers qui dataient de la guerre et qui appartenaient au cadastre. Il paraît que le standard des dernières nouvelles d'Alsace a explosé. Tout le monde voulait savoir, voulait connaître les noms. Ben parce qu'il y avait des gens qui avaient dénoncé les Juifs et qui avaient pris possession de leurs biens immobiliers. Il y a des fortunes qui sont nées après la guerre, mais dans toutes les villes de France, même à Paris. Hein. Évidemment, c'était un poisson d'avril. Le journaliste, le lendemain, a été viré. Le con. Tout ça pour vous dire, à vous, mes amis, qui êtes dans l'amour total, je vous comprends. Moi aussi, hein, moi je fais de mal à personne. Hein, j'aide les gens dès qu'ils me demandent si je peux le faire, je le fais. Mais si vous attendez que l'amour inonde l'esprit des malfaisants, je crois que vous êtes vraiment mal barrés. Hein. Et je crois que vous nous mettez un petit peu dans la merde. Parce qu'il est temps de sortir de ces gonds, parce que tout ce qui se passe au gouvernement actuellement, c'est ce qu'on dit en anglais du smoke screen. Hein. C'est le voile de fumée qui est là pour vous empêcher de voir la réalité. Parce que dans la Méditerranée, les armées, elles arrivent. Et elles sont préparées, et elles ont tout à gagner. C'est juste vous qui avez tout à perdre. Et moi aussi, hein. Moi aussi, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je ne sais pas, moi. Il faut vous réveiller, il faut vous organiser. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre conscience des dangers qui arrivent. Tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce qui nous a élevés intellectuellement et spirituellement, va être rasé. Rasé. D'une part, parce que l'oligarchie ne supporte pas les gens qui réfléchissent. Ah ben moi, alors je vous signale quand même, hein, je suis en pleine santé, je vais très bien et j'ai aucune tendance suicidaire. Donc, si un jour vous découvrez que je me suis jeté par la fenêtre, je ne me suis pas jeté par la fenêtre, on m'a jeté par la fenêtre. C'est pas pareil. Vous comprenez? Donc, je vais très bien, merci. Je ne fréquente pas de médecin, je n'en vois pas, je n'en ai pas besoin. Je me soigne tout seul, merci. La nature, elle est assez riche pour m'aider et me soutenir. Voilà, donc
tout ce qu'on a bâti, tout ce que nos parents ont bâti, va s'écrouler très rapidement dans les 5 à 10 ans à venir. Et vous allez voir, ça va sur tous les tableaux. Ça va sur le tableau médical, avec la vaccination, ça va sur les virus qui se développent, parce que ce sont des virus vivants qui nous sont lancés. Il y a quelqu'un qui a fait une réflexion très intéressante, on en parlait d'ailleurs hier en famille. Mais quand les migrants allaient aux États-Unis, les migrants étaient gardés en quarantaine à Ellis Island pendant 1 mois pour bien vérifier qu'ils étaient en bonne santé. Et pour les soigner, on les soignait. Donc, bon, si après on ne pouvait pas les guérir, on les renvoyait. Je ne dis pas que c'est bien, mais je ne dis pas que c'est mal. Ce que je dis, c'est qu'il y a des règles sanitaires à respecter et que ces règles sanitaires ne sont pas respectées en Europe. Alors maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi. Alors évidemment, les Italiens vont dire, mais oui, mais on est ruinés, c'est pas à nous d'assumer. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est à l'Europe d'assumer. Alors, où sont les centres de santé qui gardent pendant 1 mois ces migrants pour vérifier s'ils ne sont pas porteurs des virus les plus... C'est pas compliqué, hein, on peut faire un frottis, on a une empreinte ADN déjà, donc on sait qui ils sont, parce que la plupart du temps, ils arrivent sans papier, ils ont commis des crimes chez eux, on ne peut pas les identifier, donc fichier ADN automatique, ils le font avec nous, alors pourquoi pas avec eux, je ne comprends pas, c'est pas normal. Ensuite, fichier de santé, prise de sang pour voir les virus, c'est pas compliqué, ça se fait très simplement. Eh ben, ça donnera beaucoup de travail aux laboratoires qui pourront embaucher des laborantins et des biologistes. Ah, parce que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au chômage aussi, il faut le savoir. Donc, ça va relancer l'économie, ça aussi. Mais c'est pas fait. Donc, posez-vous les bonnes questions et puis battez-vous. Ça sera bientôt le cas. Vous n'aurez pas le choix. Œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible. Malheureusement, c'est ce que certains autres vont pratiquer contre vous. Parce qu'ils sont nourris de haine en Afrique et on les comprend. On les comprend. Je le dis à mes frères africains, je comprends votre haine du blanc. C'est normal. Le blanc vous affame. Le blanc crée les dysfonctionnements politiques, économiques et sociaux dans vos pays. Et le blanc vous pille vos richesses. Parce que sans l'Afrique, la France, l'Europe n'existeraient pas. Donc, si vous voulez, ils sont manipulés, ces Africains qui arrivent, par cette même oligarchie pour les chasser de chez eux et pour les laisser libres de continuer leurs exactions et leurs pillages. C'est exactement ce qui se passe. Et comme nous sommes gênants, nous sommes les premiers à abattre. Allez, bon dimanche.